tous, bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre journal du sport. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui encore pour un quart d'heure de bonheur et de bonne humeur en votre compagnie. Un programme chargé aujourd'hui, alors surtout restez avec nous, on est parti. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par une nouvelle qui secoue le monde du football. Le feuilleton autour de la CAN qui continue. Le Maroc a réitéré samedi sa demande de report de la compétition. Le pays hôte a réclamé un délai d'1 an à cause de l'épidémie de Ebola. Un véritable bras de fer est engagé entre le Maroc et la Confédération africaine qui a déjà rejeté cette demande il y a un mois. Une réunion est prévue le 11 novembre au Caire pour arriver à une conclusion. Chaque partie s'appuie sur les recommandations de l'OMS pour défendre ses arguments. Seule certitude à ce jour, les 16 qualifiés seront connus au terme de la dernière journée des éliminatoires le 19 novembre prochain, une semaine avant le tirage au sort qui est toujours prévu à Rabat. Football toujours, mais Ligue 1 cette fois. Il y a un match au sommet pour le compte de cette 13e journée. C'est le PSG Marseille et les superlatifs ne manquent pas tellement. C'est la rencontre attendue par la planète football. Inclassable, incontournable. Ce choc qui se profile entre les champions de France en titre et les Olympiens va faire vibrer le cœur du football hexagonal. À noter la présence de Zlatan Ibrahimovic côté parisien. Il va y avoir de l'émotion, de la passion et des frissons. Je vous propose d'entendre les deux entraîneurs avant cette rencontre, Laurent Blanc et Marcelo Bielsa. C'est un entraîneur qui s'adapte souvent à l'adversaire. Attention, c'est un choix. C'est son choix. Il obtient des résultats avec ça, donc il faut le respecter, mais c'est quelqu'un qui s'adapte à l'adversaire. Donc je pense que c'est lui qui va s'adapter à nous. Bueno, el problema no es táctico. Le problème n'est pas tactique, c'est une question de savoir quels joueurs vont s'imposer face au groupe adverse. Les deux équipes comprennent qu'il est meilleur pour eux d'avoir le ballon plutôt que l'adversaire. Nous, on ne va pas renoncer à cette dispute et on compte bien avoir le ballon plus de temps que le PSG. Et dans les autres rencontres, grâce à un but de Pedro Henrique, Rennes poursuit sa bonne série en Ligue 1 et arrache le derby face à Lorient, 1-0. Les hommes de Philippe Montagnier pointent à la 7e place au classement. Bastien orphelin de Claude Makelele, remercié cette semaine, a laissé à Lorient sa place de lanterne rouge pour remonter à la 15e place grâce à une victoire sur Montpellier, 2-0 acquise grâce à un doublé de Talot. Et Tonon a de son côté battu Nice avec un but sur coup franc de Was. Toulouse, lui, a renoué avec la victoire en inscrivant 3 buts à Metz. Ben Yedder en a profité pour inscrire son 7e but et remonter sur le podium des meilleurs réalisateurs derrière Gignac et Lacazette. Et au terme d'une semaine animée en raison des propos de Willy Sagnol sur le joueur typique africain, Bordeaux est allé s'imposer 2-1 ce samedi. Les Girondins qui reviennent provisoirement à égalité de points avec le Paris Saint-Germain à la 3e place de Ligue 1. Et Willy Sagnol a été débordé par l'émotion lors de la première période de ce match. Il est apparu en larmes. On a noté également la vive poignée de main entre Sagnol et son homologue lensois Antoine Comboiré, qui lui avait pourtant adressé de vives critiques en raison de ses propos polémiques. Les supporters lensois de leur côté ont copieusement sifflé le nom de l'entraîneur girondin. Willy Sagnol a d'ailleurs donné une conférence de presse. Il explique ses dires. Il semble très éprouvé. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Si par mon manque de clarté et ma sémantique imparfaite, j'ai pu faire que des personnes se soient senties choquées, humiliées ou blessées, j'en suis désolé. L'interprétation que ces personnes ont pu faire ne reflète en rien la pensée qui était mienne et surtout mes convictions humanistes. Allez, un coup d'œil sur les résultats en Angleterre. En déplacement à Liverpool, samedi, Chelsea est allé chercher sa 9e victoire de la saison. 2-1 après avoir été mené. Diego Costa a encore marqué. Et les Blues confortent leur statut de leader de Premier League. Manchester United a profité de la réception de Crystal Palace pour mettre fin à une série de 3 matchs sans succès. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Mata. Enfin, à noter le match nul entre Queen's Park Rangers et Manchester City. Et s'il y a un club qui se porte très bien, c'est Southampton. 11 victoires sur 12 matchs sur son terrain face à Leicester, 2-0. L'équipe reste cramponnée à la 2e place du championnat anglais grâce à un doublé de Shenlong en fin de match. Écoutez l'entraîneur, plutôt fier de la performance de ses joueurs. Nous avons seulement disputé 11 matchs. Les grosses équipes ont peut-être plus de joueurs d'un meilleur niveau que nous, mais je ne vois pas beaucoup de différence entre Southampton et la façon de jouer des grandes équipes. Je pense que nous pouvons créer la surprise cette année.
Alors on va passer tout de suite au foot espagnol avec les résultats de la semaine. Le Real repasse devant avec une belle victoire sur son voisin madrilène, le Rayo Vallecano, 5-1. Du côté du Barça, c'est plus dur avec une victoire à l'arraché, 2-1 sur Almeria. Sinon, 3 matchs nuls au classement, c'est Valence qui est 3e, talonné par l'Atlético Madrid. Et football, toujours, la réponse est tombée pour Carlos Tevez. Le joueur a été convoqué en équipe d'Argentine pour la première fois depuis 3 ans pour les matchs amicaux face à la Croatie et le Portugal. L'attaquant de la Juventus de Turin a été rappelé par Tata Martino, nouveau sélectionneur de l'Albiceleste. Je vous le rappelle, à 30 ans, Tevez n'avait pas joué depuis la Copa América 2011 où l'Argentine s'était inclinée devant l'Uruguay en quart de finale. Et vous allez voir que le sélectionneur a foi en lui. Écoutez. Pour moi, ce n'est pas qu'il soit le meilleur, mais ces 2 dernières saisons, il a toujours été dans le top 3 des meilleurs joueurs du championnat italien. Il joue pour la Juventus, qui a été champion d'Italie à nouveau. Il mérite d'être sélectionné. Sa performance individuelle lui a garanti une place dans une équipe qui joue très bien. Et s'il existe une course de voilier impressionnante, c'est bien la Route du Rhum. L'édition 2014 touche à sa fin et elle nous a apporté son lot de belles histoires, mais aussi de graves déceptions. La liste des participants est pour le moins inédite, des comebacks, des très jeunes skippers, d'anciens sportifs en pleine reconversion, mais très peu de femmes. Retour sur les destins croisés lors de cette course avec Lise Barenbaum. L'arrivée est proche pour les participants de la Route du Rhum et la bataille pour la première place est rude. Pour cette 10e édition, 91 concurrents ont pris la mer afin d'effectuer les 6560 km qui relient Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Une transat en solitaire ardue qui a débuté sous le regard admiratif de milliers de spectateurs. Des débuts agréables pour les navigateurs avant les multiples avaries qui ont suivi au cours de la transat. Les Français ont particulièrement été touchés cette année. Thomas Coville, 3e des éditions 2006 et 2010, a dû quitter prématurément la course après être entré en collision avec un cargo dans le golfe d'Ouessant. Le skipper de Sodebo n'a rien pu faire face au danger de la course. C'est l'instant, le moment où je percute, je crois que c'est le pire moment de ma vie. Vraiment, j'ai l'impression, en revenant là, je me dis bon, après vous êtes tout seul dans votre bateau, à 4 nœuds, à essayer de sauver votre peau et à sauver votre bateau. Cette année, des invités un peu particuliers sont de la partie. L'ancien perchiste Jean Galfionne, nouveau skipper, n'a pas hésité à se lancer dans l'aventure. Pour le champion olympique, le défi est de taille. J'ai peut-être eu la prétention à un moment donné que ça allait être plus facile pour moi avec mon passé. Ce qui est vrai dans un sens, ça a permis d'ouvrir plus facilement des portes, mais après derrière, c'est pas vrai, il faut convaincre. Et quel que soit le sportif, il faut convaincre les partenaires. L'effet image ne suffit pas du tout, quoi. Et puis tant mieux en fin de compte. Donc du coup j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse mes preuves sur le haut. Mais le leader cette année, c'est bien Loïc Perron. Le 4 fois champion du monde n'a plus rien à prouver. Mais malgré 3 transats anglaises et 2 transats Jacques Vabre à son actif, il considère cette nouvelle course comme un véritable défi. Perron a accepté de remplacer Armel Lecléache au pied levé, favori de la compétition. Un challenge de grande envergure. Évidemment, je ne suis pas là pour être en vacances et je ne suis pas là... Si j'ai accepté une mission importante et impressionnante, c'est justement parce que j'aime bien relever ce type de challenge, c'est génial. Le skipper vient de reprendre quelques miles d'avance sur Yann Guichard, son principal concurrent. Du côté de son adversaire, l'enthousiasme est toujours de mise. Maintenant, la Guadeloupe, c'est là-bas. Donc là, on va tout droit, un empannage. Et j'espère qu'on n'aura plus que 2 empannages grand maximum pour atteindre la Guadeloupe, qu'on devrait atteindre dans 2 jours et demi, 3 jours. Allez, à bientôt tout le monde. Mais la Route du Rhum reste une course un peu archaïque qui ne compte que 4 femmes au départ. Une situation que déplore la navigatrice Florence Artaud, seule femme à avoir remporté la transatlantique. Je pense que c'est pas un métier de femme. C'est un univers qui demande qui est rude, qui est dur. Et puis surtout, où on est tout le temps sur les mers, en tout cas à mon époque. Si les femmes sont peu présentes, les jeunes n'hésitent pas à se lancer dans ce challenge. Paul Ignard a pris le large et malgré quelques nuits difficiles, il est toujours en course. C'est ma première traversée en solo. Après, j'ai déjà traversé, je sais naviguer en solo. On rassemble les deux et on fait la Route du Rhum. Avec des skippers de tous bords cette année, la Route du Rhum est un événement aussi impressionnant qu'inattendu.
Une édition collector qui fait chavirer nos cœurs au rythme des vagues et des aventures. Puis on ouvre une page tennis. Ce dimanche débute le Master de Londres. Eh bien, Novak Djokovic, souverain à Bercy la semaine dernière, s'avance comme être favori à sa propre succession. Djoko n'est plus très loin de terminer la première place du circuit ATP pour la 3e fois de sa carrière après 2011 et 2012. Son premier match, ce sera contre Marin Cilic. On l'écoute. Ce cadre est tout simplement incroyable. C'est un lieu mythique. C'est probablement l'une des arènes les plus utilisées tout au long de l'année. Avec tous ces concerts et tous ces événements qui y ont lieu. Le fait que le ATP World Tour Final, le dernier, le plus prestigieux événement tennistique après le tournoi du Grand Chelem, se passe dans ce contexte est très stimulant pour nous les joueurs. Et Djokovic a déjà pris une bonne longueur d'avance sur Roger Federer, qui malgré tout a une petite chance de le détrôner. Justement, le Suisse commencera face à Milos Raonic, un outsider dangereux. C'est le 13e Master consécutif de Federer. Je propose d'écouter les 2 finalistes de Paris-Bercy juste avant le début du tournoi de Londres. Je suis très excité de pouvoir y retourner une fois de plus. J'y ai participé tellement de fois et depuis tellement d'années, c'est vraiment mon but et même mon rêve de faire partie une fois de plus du cercle des 8 meilleurs joueurs de la saison pour participer à l'un des événements de tennis les plus cool ici à l'O2 de Londres. En plus, les supporters sont toujours présents en masse et je suis ravi de faire partie du show. Puis regardez ces images des sœurs Williams. Les championnes de tennis sont venues inaugurer la Williams Arena à Washington. Elles ont coupé le ruban rouge devant un complexe de tennis qui porte leur nom. Un dispositif exceptionnel de 48 000 mètres carrés qui compte 6 cours de tennis. L'opération a coûté 18 millions de dollars. En partie financée par les sœurs Williams elles-mêmes. Plus de 10 000 enfants ont déjà suivi des cours dans ce complexe. Les championnes espèrent bien continuer à faire marcher le centre qui donne des leçons de tennis après l'école et qui héberge aussi des programmes culturels et académiques. Une belle façon de rendre au tennis ce que ce sport leur a donné. Oui, Serena et moi sommes très enthousiastes. Voir le centre prospérer comme ça, si longtemps après, voir de si nombreux succès ici, voir tous les programmes qui sont en cours, voir l'enthousiasme des gens, leur positivité et la discipline qui est insufflée aux enfants, la volonté de leur montrer qu'ils peuvent y arriver, c'est quelque chose d'incroyable. Vous en parlez, ça n'est rien, mais il faut revenir un autre jour et observer. Là, vous serez vraiment impressionnés. Allez, on ouvre une page rugby maintenant. Les All Blacks ont battu l'Angleterre 24-21 pour la 5e fois d'affilée à Twickenham. C'est bien parti pour la Nouvelle-Zélande qui va peut-être conserver son titre mondial dans un an en Angleterre. Justement, les Anglais ont réussi à rivaliser en première période puis sont cassés les dents sur l'ogre néo-zélandais. Pourtant, les All Blacks ont fait beaucoup d'erreurs. Ils s'en sortent victorieux après l'accro en Afrique du Sud il y a un mois et la défaite 25-27. On sort sauver avec une 32e victoire en 40 matchs. Les hommes de Steve Hansen réaffirment leur supériorité, même si les Anglais n'ont pas démérité. Je propose d'écouter les entraîneurs de l'équipe d'Angleterre. Nous avons joué contre eux 4 fois maintenant. Nous n'avons pas le bon résultat, mais nous ne sentons pas qu'on est loin et nous savons qu'avec 12 mois de plus ensemble, en se rapprochant de la Coupe du Monde, nous avons de très bons joueurs qui étaient assis sur le banc de touche et qui ont regardé le match aujourd'hui. Nous allons garder confiance et nous garderons la même direction. Et on parle basket à présent. Grosse surprise en NBA. San Antonio s'est incliné pour la première fois de la saison à domicile face à la Nouvelle-Orléans, 99-100. Pourtant, le retour de Tim Duncan et de Manu Ginobili aurait dû aider. Tony Parker a même marqué 28 points lui tout seul. Ça va mal pour les Spurs qui avaient concédé 2 défaites la semaine dernière. La saison passée, San Antonio n'avait perdu que 20 matchs de saison régulière, dont seulement 8 à domicile. Du côté des Hornets de la Nouvelle-Orléans, c'est Anthony Davis qui a marqué le panier de la victoire. Alors, vous parlez de Florent Manodou la semaine dernière, il est parti s'installer à Marseille. Je vous propose de l'écouter. On le sent serein et équilibré. Surtout, il n'a pas la langue de bois. Il s'exprime sur la créatine, un dérivé d'acide aminé qui joue un rôle dans l'apport d'énergie aux cellules musculaires. Complément alimentaire comme les barres de protéines ou le BCA que je prends, notamment des acides aminés. Ça aide à récupérer et ça aide à avoir de la force sur des moments très explosifs. Pour moi, c'est normal. Ça fait 3 ans que j'en prends, 3 ans que je suis à Marseille et que j'en prends, donc c'est devenu normal.
Et c'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les principaux titres. Le Maroc a réitéré sa demande de report de la compétition de la CAN. Le pays hôte a réclamé un délai d'1 an à cause de l'épidémie d'Ebola. Donc un véritable bras de fer qui s'est ouvert entre le Maroc et la Fédération africaine qui a déjà rejeté cette demande il y a un mois. On en saura plus le 11 novembre prochain au Caire pour arriver à une conclusion. C'est une première que cette CAN est annulée. Et puis football toujours et en Ligue 1. Un match évidemment ne raté sous aucun prétexte. C'est le grand classico. Le PSG reçoit Marseille. C'est ce soir. C'est au Parc des Princes sous l'œil de Laurent Blanc et de Marcelo Bielsa. Côté parisien, je vous le rappelle que Zlatan Ibrahimovic sera aligné sur le terrain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bon pied, bon oeil pour votre journal du foot en compagnie d'Emmanuel Petit et de Lise Barenbaum pour la revue de presse. Au programme Tour d'horizon des championnats européens. Rendez-vous à ne rater évidemment sous aucun prétexte. Restez avec nous car l'info c'est tout de suite et c'est évidemment sur i24 France.